La veille de Noël au Moyen Âge. Au Moyen Âge, Noël arrivait discrètement, comme s'il ne cherchait pas à s'imposer, mais à ouvrir ses portes progressivement, jour après jour. La veille des fêtes commençait bien avant le jour J, et imprégnait l'espace d'une pureté particulière, née non de miracles ou de phénomènes surnaturels, mais de l'attente, du travail et de l'état d'esprit des hommes. La magie, à cette époque, n'était pas de la magie au sens littéral. Elle se manifestait dans le quotidien le plus simple, dans le rythme de vie qui changeait, dans l'air qui se refroidissait, dans les ombres des bougies qui s'allongeaient et s'adoucissaient sur les murs. L'hiver médiéval savait être rigoureux. Il arrivait sans prévenir, recouvrant les champs de neige et gelant les rivières qui, tout au long de l'année, donnaient la vie aux hommes et au bétail. À cette période, tout ralentissait, la terre se reposait, les arbres se dressaient silencieux, et le vent emportait des cristaux de glace craquants. La vie humaine aussi adoptait un rythme différent, non moins intense, mais beaucoup plus paisible. Après les récoltes, la fin des travaux des champs et les préparatifs, les provisions étaient suffisantes, non seulement pour survivre au froid, mais aussi pour profiter de l'atmosphère si particulière des fêtes. Chaque foyer avait ses propres devoirs, ses propres rituels quotidiens qui rythmaient les jours précédant Noël. Bien que les gens du Moyen Âge fussent bien plus proches du travail et des rigueurs du monde extérieur, ils savaient aussi trouver le temps de se préparer pour Noël. La veille des fêtes était un temps de purification, tant physique que spirituel. Les maisons étaient nettoyées plus minutieusement que d'habitude. Le but n'était pas de décorer l'espace, mais de le préparer pour un événement pris très au sérieux. On nettoyait le poêle des cendres, on dépoussiérait les bancs, on frottait les murs en bois avec des herbes fraîches conservées depuis l'été. L'absinthe, la menthe et le thym étaient particulièrement utilisés, moins comme plantes aromatiques que comme symbole du temps écoulé sous les labeurs et du temps qui commençait avec les fêtes. Les gens du Moyen Âge vivaient en harmonie avec la nature. Même en ces temps indifférents ou rigoureux, ils comprenaient que cela faisait partie de l'ordre du monde. Aussi, à l'approche de Noël, ils le percevaient comme un moment de renouveau intérieur, une transition vers une nouvelle année, un nouveau cycle de vie. Cette fête n'était pas placée sous le signe des cadeaux et des divertissements, mais sous celui de la paix et de l'attente. Tout le superflu s'effaçait, ne laissant subsister que l'essentiel. La chaleur de la maison, la lueur d'une bougie, l'odeur du pain frais, le silence propice au recueillement. Durant les courtes journées d'hiver, tout le nécessaire pour les fêtes à venir était préparé. Le grain pour le pain était moulu à l'avance, et l'eau pour la pâte était puisée aux puits les plus purs. Le froid permettait une meilleure conservation des aliments, et l'on n'avait donc pas à craindre qu'ils ne se gâtent. Cependant, tout était fait avec soin et lenteur, conscient que la qualité repose sur la patience et le respect du processus. La veille de Noël était aussi l'occasion de veiller sur le bétail. Dans les étables, malgré le froid, on s'efforçait de maintenir l'ordre. On nettoyait la litière, on vérifiait le foin répandu dans la mangeoire et on veillait attentivement à ce que tous les animaux soient nourris. On pensait qu'à cette époque de l'année, ils nécessitaient des soins particuliers, non par croyance en des miracles, mais parce que l'on savait que l'hiver pouvait être long et éprouvant et que sans bétail, il serait impossible de survivre au mois suivant. Peu à peu, l'air s'emplit d'odeurs de fumée, de pain et d'herbes séchées, créant une atmosphère d'attente sereine. Les fêtes approchaient et chaque foyer s'y préparait, non pas avec des décorations ou des couleurs vives, mais avec propreté, silence et chaleur. Le signe le plus visible de ces préparatifs était l'apparition de bougies supplémentaires. À cette époque, elles étaient chères et n'étaient utilisées que pour les grandes occasions. Cependant, au moins une nouvelle bougie était invariablement allumée le jour de Noël, qu'elle soit fraîchement fabriquée ou conservée avec soin. Une bougie n'était pas un symbole de magie, mais une source de lumière qui, par sa nature même, luttait contre l'obscurité hivernale. La veille de Noël était peut-être le moment le plus important de tous les préparatifs. Elle s'installait lentement. Le soleil, court et faible en hiver, se cachait derrière l'horizon avant même que l'on ait eu le temps d'achever ses travaux. La nuit tombait tôt et brusquement,
mais on l'accueillait sereinement dans les foyers. On allumait des bougies, on disposait sur la table, avec soin, du pain, des céréales et du miel, en respectant le travail que chaque produit avait nécessité. Les tables n'étaient pas fastueuses. Au Moyen-Âge, l'abondance était rare. Mais même la table la plus modeste prenait tout son sens si elle était dressée dans un esprit de paix et d'harmonie. Le silence régnait à l'extérieur des maisons à cette heure-ci. Les rues étaient plongées dans l'obscurité et seules quelques torches, parfois accrochées au portail ou à l'entrée de la cour, laissaient filtrer de faibles lueurs. La neige était tassée sous les pas, laissant de larges traces qui se recouvraient le matin d'un manteau blanc. Le ciel était clair et sans nuages. Les nuits d'hiver étaient rarement chaudes, mais souvent limpides. Une multitude d'étoiles brillaient au-dessus de la terre, et bien que les gens du Moyen-Âge ne comprenaient pas leur signification exacte, ils y voyaient l'expression d'un ordre naturel immuable, même au cœur du tumulte de la vie. Ces jours-là, point de réjouissance, point de chants bruyants. La joie était paisible, intérieure, sereine. Elle ne naissait ni des décorations extérieures, ni des grandes célébrations, mais du sentiment d'une année achevée et de l'espoir d'une nouvelle. C'est là que résidait la magie particulière de Noël au Moyen-Âge, non pas dans des miracles, ni dans des événements fantastiques, mais dans le rythme lent et régulier du temps, qui faisait le lien entre passé et futur dans un instant de paix et de lumière. À la veille des fêtes, le monde entier semblait se taire, conscient de cette transition. L'obscurité s'adoucissait, le froid s'adoucissait et les cœurs s'ouvraient. C'est dans cette harmonie naturelle que naissait un sentiment que l'on appelait la magie de Noël, bien qu'elle n'eût rien de surnaturel. C'était la magie de la paix, la magie du travail, la magie du silence. Préparatifs d'hiver et naissance des traditions. L'hiver en Europe médiévale était une période où la vie ralentissait jusqu'à un quasi-silence. Les jours courts et les longues nuits donnaient l'impression que le monde était plongé dans un profond sommeil, et c'est dans ce silence que naquirent les premières idées de ce qui allait devenir la magie de Noël. Celle-ci n'était associée ni à des miracles, ni à des phénomènes surnaturels, ni à des événements fictifs. Au contraire, cette magie puisait sa source dans l'expérience humaine réelle, dans l'observation de la nature, dans les gestes du quotidien, dans le rythme du travail et des attentes. Dans un monde sans éclairage artificiel, sans chauffage électrique, ni calendrier des fêtes organisées, chaque élément des préparatifs des fêtes d'hiver avait des racines pratiques tout en étant empreint d'une signification particulière. Les préparatifs des fêtes d'hiver commençaient bien avant leur début. À la fin de l'automne, après les dernières récoltes, les communautés des villes et des villages se mettaient à l'accumulation. Les céréales étaient séchées afin qu'elles conservent leur qualité durant les mois froids. Les légumes racines étaient recouverts de sable dans les caves. La viande était salée ou fumée, car sans ces méthodes de conservation, elle ne pouvait survivre au gel. Il ne s'agissait pas seulement d'une nécessité domestique. Chacun éprouvait une satisfaction particulière à l'idée d'avoir des garde-manger remplis, source de sécurité. La sécurité hivernale, selon les conceptions de l'époque, n'était pas qu'un simple phénomène économique. Elle symbolisait la victoire de la vigilance humaine sur les aléas de la nature. Dans les grandes villes, le travail était plus organisé. Les artisans fabriquaient des articles pour la vente, bougies de cire et de graisse, poteries, cuillères en bois, tissus et cordes. La période précédant Noël, un moment où beaucoup cherchaient à gagner un peu d'argent, car c'est en hiver que les marchands proposaient davantage de produits liés aux fêtes. La fabrication de bougies revêtait une importance particulière. Pour les gens du Moyen-Âge, une bougie n'était pas seulement une source de lumière, c'était un symbole de chaleur, de sécurité et d'harmonie. Lors des longues soirées d'hiver, la possibilité de travailler, de lire, de prier ou simplement de préserver la paix à la maison dépendait de la flamme d'une bougie. Pendant ce temps, dans les villages, on commençait à préparer le pain de fête. Pour cela, on utilisait la meilleure farine, généralement conservée jusqu'aux grandes occasions de l'année. Le pain symbolisait l'abondance et constituait un élément essentiel des fêtes d'hiver. Bien que la symbolique du pain ait varié selon les régions, une idée était commune.
Le travail de la pâte devait être minutieux, sans précipitation, et respectueux du grain, qui portait encore les marques du travail de l'été et de l'automne. Dans de nombreux pays européens, il existait une tradition de décorer les maisons avec des plantes vertes. Ces pratiques n'avaient rien de fantastique ni de magique. Elles avaient une explication tout à fait pratique. Les branches de conifères symbolisaient la vie au cœur de l'hiver, mais elles désinfectaient aussi les lieux, rafraîchissant l'air en cas de mauvaise ventilation. On suspendait des branches de genévrier, de pin ou d'épicéa, là où l'on stockait les aliments, ainsi que dans les pièces enfumées. Cela contribuait non seulement à purifier l'air, mais aussi à annoncer le printemps. Au Moyen Âge, on était attentif aux moindres changements de la nature, et on y réagissait avec soin et attention. Dans les villes, les cathédrales et les églises se préparaient également pour les offices d'hiver. Ceux qui étaient chargés de l'entretien des temples nettoyaient les sols en pierre, lustraient les bancs en bois et réparaient les lampes. Préparer l'église pour les fêtes d'hiver symbolisait le travail collectif de la communauté, même sans que l'on ait pleinement conscience que cette culture de la préparation elle-même créait une atmosphère de solennité. On appréciait l'ordre et la propreté car ils évoquaient un nouveau départ, surtout après une année difficile. Les marchés d'hiver avaient leurs particularités. Plus calmes que les marchés d'été, ils s'animaient juste avant les fêtes. Les paysans y apportaient des sacs de farine, des noix, des pommes séchées, du miel et des pots de choucroute. Les marchands proposaient du sel, des tissus et des articles ménagers courants que l'on achetait avant les fêtes pour bien commencer l'année. Les marchés étaient des lieux d'échange et de partage. On y prenait des nouvelles, on y discutait des prévisions météorologiques et on y partageait des méthodes de conservation des aliments. Tout cela semblait anodin, mais c'est dans ces lieux que naissait un sentiment d'appartenance à une communauté, que l'on attribua plus tard à la magie des journées d'hiver. Le froid ralentissait les travaux des champs et des jardins, mais offrait aussi des opportunités pour d'autres activités. Par exemple, durant les mois froids, on réparait les dépendances, les lits, les tables, les charrettes et les portes. On profitait de ce temps pour rattraper le travail impossible pendant la saison des travaux agricoles. C'était aussi une période où l'on passait plus de temps ensemble, à la maison. Bien que la vie médiévale n'offrit pas le luxe des loisirs, les soirées d'hiver permettaient de prolonger ces moments de détente, impossibles en plein été. Dans des maisons chaleureuses et accueillantes, on préparait des repas simples en hiver, soupe chaude, bouillie, grits de vie, plats à base de pain. L'utilisation des épices en hiver avait une origine pratique. Elle permettait de conserver certains aliments et de rendre les repas plus nourrissants, notamment lorsque le corps avait besoin de protéines, plus de calories. De plus, de nombreuses épices avaient des propriétés réchauffantes, particulièrement appréciables par temps froid. Le feu jouait un rôle essentiel dans chaque foyer. Il chauffait, éclairait, permettait de cuisiner et instaurait un sentiment de stabilité. Lors des calmes matins et soirs d'hiver, quand le vent faisait bruisser les murs et que la neige recouvrait le sol d'un manteau blanc, le feu devenait le cœur de la vie domestique. On s'y rassemblait, on travaillait, on cousait, on raccommodait les vêtements, on pensait à faire et on planifiait la saison suivante. Tout cela paraissait naturel et ordinaire, mais ce sont ces moments de concentration partagés qui plus tard furent perçus comme faisant partie de la magie de Noël. Les préparatifs d'hiver duraient plusieurs semaines, mais sans tension ni agitation. Le rythme de vie était calme, mesuré et en harmonie avec la nature. On n'était pas pressé, car on n'avait pas à courir d'une chose à l'autre. La plupart des tâches étaient domestiques. Les journées étaient calmes et les soirées longues. Et c'est dans ce rythme paisible que naissait une attente particulière, non pas fantastique, mais presque mystérieuse. Les préparatifs des fêtes d'hiver étaient dépourvus de faste et de luxe. Ils étaient empreints d'attention, de frugalité et de respect pour le cycle de la nature. Chaque geste, même le plus simple, avait une signification. Faire le pain, laver la vaisselle, ramasser du bois, décorer la maison de verdure, réparer les outils. Tout cela créait une atmosphère de chaleur intérieure,
qui semblait être la plus grande richesse de l'hiver. Et ce silence, ce travail, la lueur des bougies, le parfum des pâtisseries fraîches et des herbes séchées, tout cela est devenu le fondement de ce que l'on appelle aujourd'hui la magie de Noël. Lumière dans l'obscurité, le rôle du feu et des bougies dans les coutumes hivernales. Au Moyen Âge, en Europe, la lumière revêtait une signification difficilement compréhensible pour l'homme moderne. L'obscurité hivernale n'était pas qu'un simple phénomène naturel. Elle influençait le rythme de vie, le quotidien, la vision du monde et même l'état émotionnel. Les jours courts et les nuits longues plongeaient les gens dans une pénombre où tout semblait différent. Dans un monde sans électricité, la lumière était perçue comme un symbole de vie, d'espoir et de protection. C'est pourquoi, durant les mois d'hiver, le feu devint un élément central de la vie quotidienne, puis un symbole particulier des fêtes hivernales, notamment celles aujourd'hui associées à Noël. Dans une maison médiévale, le foyer s'éteignait rarement complètement. Il était constamment entretenu, car il n'était pas aisé de rallumer un feu, surtout par forte humidité et gel. Le matin, la fumée s'élevait lentement des toits, formant un voile imperceptible au-dessus du village, témoignant que la vie continuait, que les maisons étaient chauffées et que l'on commençait une nouvelle journée. La chaleur était inégalement répartie. Les endroits les plus proches de la cheminée ou du poêle étaient confortables, tandis que les recoins les plus éloignés des pièces restaient froids. C'est pourquoi, en hiver, on effectuait de nombreuses tâches près du feu. La présence du feu n'était pas seulement un confort, mais aussi une nécessité. On cuisinait au feu, on chauffait l'eau et on séchait le linge mouillé. Lors des périodes de grand froid, le feu permettait de conserver les récoltes, car certains produits devaient être protégés du gel. Par les nuits froides, la chaleur était le seul rempart contre les intempéries, et ce rempart paraissait particulièrement précieux lorsque l'obscurité et le silence régnaient à l'extérieur. Parallèlement, il existait une autre source de lumière, les bougies. Elles représentaient une ressource plus précieuse et plus coûteuse. Dans les foyers modestes, les bougies étaient utilisées avec parcimonie, seulement à des moments particuliers, le soir ou pour des travaux de précision. Dans les maisons plus aisées, les bougies brûlaient plus souvent et leur douce lumière créait une atmosphère que l'on qualifierait aujourd'hui de chaleureuse. Mais pour une personne du Moyen Âge, la lumière des bougies était davantage un signe de sécurité, d'abondance et de bonne tenue du foyer. On fabriquait deux types de bougies, à base de graisse animale et à base de cire d'abeille. Les premières étaient moins chères, mais avaient une odeur plus forte et brûlaient de façon irrégulière. Les secondes, plus chères, plus propres et plus agréables, étaient donc utilisées dans les temples et les demeures des personnes aisées. La fabrication des bougies de cire exigeait le soin des abeilles et la collecte d'une quantité suffisante de matières premières, ce qui conférait à leur lumière un caractère particulier. Dans les temples, elles revêtaient une importance particulière car elles symbolisaient l'ordre, la pureté et la clarté d'esprit. Les offices d'hiver étaient baignés d'une lumière abondante. Les murs de pierre des temples l'absorbaient tout en soulignant la douceur de la flamme. En cette saison sombre, un tel contraste créait l'impression d'un ordre particulier qui régnait dans l'espace. Bien que les gens du Moyen Âge n'attribuassent pas à la lumière des propriétés surnaturelles, ils l'appréciaient pour sa capacité à structurer les pensées et à apaiser. La flamme immobile d'une bougie offrait un sentiment de constance, particulièrement important dans un monde où de nombreux événements dépendaient des caprices de la météo et des éléments. La coutume d'illuminer abondamment les journées d'hiver puisait ses racines dans des raisons à la fois pratiques et symboliques. Initialement, elle était liée à la nécessité d'éclairer les longues soirées, mais avec le temps, une signification bien plus profonde s'y est révélée. Le passage de l'obscurité à la lumière, de l'ancien au nouveau, du manque à l'espoir. Bien que les écrits médiévaux mentionnent rarement la magie de cette lumière, sa présence créait une atmosphère qui fut par la suite idéalisée et enrichie de diverses significations. Dans de nombreuses régions, des pratiques étaient associées à l'usage des bougies avant les fêtes de fin d'année. Dans certains endroits,
On les allumait près des fenêtres ou des portes pour signaler que la maison était accueillante et ouverte. Dans les villages et les villes, de grands feux de joie étaient allumés en plein air, source de chaleur et lieu de rassemblement pour travailler ensemble ou simplement s'entraider. Un feu de joie brûlant au centre de la place était un spectacle familier pour les habitants du monde médiéval. Il leur rappelait que même dans les moments les plus sombres, la communauté restait unie. La fabrication des bougies occupait une place particulière dans la période précédant l'hiver. Cette tâche était généralement confiée à des femmes ou à des artisans spécialisés. Les bougies neuves étaient considérées comme un signe de bonne préparation pour l'hiver. Leur fabrication était un processus lent, parfois monotone, mais toujours apaisant. Étaler des couches de cire, lisser le moule, laisser refroidir chaque couche, tout cela exigeait attention et patience. Ce processus favorisait la concentration et rendait les journées d'hiver moins pénibles. La lumière jouait également un autre rôle important. Elle permettait de faire des calculs, d'écrire, de lire ou de travailler sur des tâches précises, même après le coucher du soleil. Bien que l'écriture ne fût pas répandue au Moyen Âge, certains, dans les monastères, les châteaux et des villes, pouvaient consacrer leur soirée à la copie de livres et à la tenue de registres. Comptabilité et organisation du foyer. C'étaient les soirées d'hiver, éclairées par quelques bougies, qui devenaient un moment privilégié pour organiser ses connaissances et ses affaires. Dans la douce lumière, on faisait le bilan de l'année écoulée, on évaluait ses provisions et on planifiait les mois à venir. Dans les maisons, la lumière devenait un élément essentiel de l'atmosphère. Ses reflets sur la poterie, les ombres, les murs et les meubles en bois créaient un tableau dont on se souvenait aussi bien que des paysages d'été. Dans un monde où les sources extérieures de couleurs et de mouvements étaient rares, le jeu d'ombre et de lumière avait un effet presque méditatif. Ce n'était pas de la magie au sens moderne du terme, mais un silence particulier s'installait autour de la flamme. Les préparatifs des fêtes d'hiver comprenaient également un rituel de purification de l'espace, une tâche purement pratique liée à la sécurité incendie. Avant d'allumer de nombreuses bougies ou de préparer un repas de fête, on vérifiait l'état des poêles, on les débarrassait de la suie et on retirait tout objet inflammable. Ces préparatifs étaient tout aussi importants que les autres, car le feu, source de bienfaits, pouvait aussi être dangereux. Dans la vision médiévale du monde, la lumière hivernale était un signe d'ordre. Une flamme régulière symbolisait la stabilité et la justesse. Si une bougie fumait ou s'éteignait, on y voyait un manque d'air, une mèche mal faite ou un autre problème pratique. On surveillait attentivement la flamme, cherchant à s'assurer que les préparatifs pour l'hiver étaient efficaces. Le feu et les bougies formaient la base de ce que l'on a fini par appeler l'atmosphère hivernale. La chaleur, la lumière, le silence, le parfum de la cire, le crépitement du bois, la douceur de l'éclairage, tout cela créait une atmosphère que beaucoup ont ensuite idéalisée. Sans mysticisme ni surnaturel, sans héros ni intrigues fictives, ce monde était fait des simples éléments du quotidien. Mais c'est dans leur somme que naquit ce que l'on appelle aujourd'hui la magie de Noël. C'était la magie du réel, celle du travail concentré, de la chaleur partagée, du respect de la lumière dans la nuit et de l'harmonie avec le monde qui reposait sous la neige. Plats d'hiver et fêtes familiales. Au Moyen Âge, en Europe, l'hiver était synonyme de ralentissement du rythme de vie, mais aussi d'une attention particulière portée à la nourriture. Il ne s'agissait pas de festins fastueux comme on l'imagine parfois aujourd'hui. Au contraire, la simplicité, la frugalité et l'art d'utiliser judicieusement les provisions préparées à l'avance constituaient la base de l'alimentation hivernale. Pourtant, au sein de cette consommation sobre, il existait des plats et des coutumes spécifiques qui réchauffaient les journées d'hiver et donnaient un sens aux fêtes. C'est dans ces détails que naissait la magie paisible et sereine de l'hiver, dénuée de fantaisie, mais profondément ancrée dans la réalité. La fin de l'automne marquait le début d'une période où l'alimentation s'homogénéisait. Les légumes frais disparaissaient peu à peu du régime alimentaire, remplacés par des produits de longue conservation, choux, navets, carottes, betteraves, oignons et ail.
Ces produits simples constituaient la base de la plupart des plats. On les faisait mijoter, bouillir, cuire au four, ou on les ajoutait aux soupes chaudes. Les plats chauds n'étaient pas seulement nutritifs, ils contribuaient aussi à réchauffer le corps, car la température dans les huttes était rarement agréable. Le pain occupait une place de choix. Aliment principal, il était la base de nombreux plats divers. Le pain médiéval était bien plus dense et grossier que le pain moderne, car on utilisait différentes farines, souvent mélangées à du son ou des pois cassés moulus. On préparait de grandes quantités de pain pour pouvoir le conserver plusieurs jours. Les jours de fête, on pouvait ajouter du miel ou une poignée de raisins secs à la pâte. Ces ajouts, bien que modestes, étaient appréciés pour leur rareté. Les bouillies de céréales jouaient un rôle important dans la cuisine d'hiver. Elles servaient à préparer des plats consistants qui pouvaient remplacer un repas complet. Blé, orge, avoine, seigle, toutes ces céréales étaient transformées en bouillie, servies avec des légumes ou de petits morceaux de viande. En semaine, la viande était consommée avec modération, surtout dans les familles les plus modestes. La viande était salée, fumée ou conservée dans des saumures spéciales, et ces conserves étaient ouvertes avec précaution les jours où un repas plus copieux s'imposait. Les plats d'hiver étaient nourrissants et consistants, non par désir de diversifier l'alimentation, mais par nécessité pour conserver son énergie par temps froid. À l'approche des fêtes d'hiver, des plats rarement préparés faisaient leur apparition sur les tables. Dans certaines régions, on trouvait notamment des plats de poisson. Le poisson, surtout séché ou salé, était un aliment courant avant les fêtes, période durant laquelle certaines restrictions alimentaires étaient observées. On le cuisinait au four, en ragoût ou bouilli avec des céréales. Bien que peu raffinés, ces plats avaient quelque chose de solennel. Ils exigeaient plus de temps et d'efforts. De plus, durant l'hiver, on préparait des plats à base de légumineuses, pois et lentilles. Ces aliments enrichissaient l'alimentation en protéines pendant les périodes où la viande était indisponible. Purée de pois, soupe épaisse aux haricots, plats de légumes et de céréales cuits au four, mais constituaient une part importante du menu d'hiver. Les plats étaient cuits lentement, dans des fours qui maintenaient la chaleur pendant des heures. À l'intérieur des maisons, les odeurs de la cuisine hivernale étaient particulièrement présentes. L'arôme du pain chaud, le léger goût fumé du four, le sel des préparations de viande, la douceur du miel, tout cela créait une atmosphère réconfortante, tant pour le corps que pour l'esprit. Lors des longues soirées d'hiver, ces odeurs s'intégraient au quotidien, emplissant l'espace d'un sentiment de sérénité. Dans certaines régions, la tradition des boissons hivernales se perpétuait. Il pouvait s'agir d'infusions chaudes aux herbes, au miel et aux épices, qui contribuaient à se réchauffer. La solution la plus simple, de l'eau chaude au miel, était courante lors des froides soirées, car elle procurait une sensation de réconfort. Les boissons plus élaborées, à base d'épices, étaient plus coûteuses et moins fréquentes, généralement réservées aux fêtes. Les épices médiévales, cannelle, clous de girofle, gingembre, étaient des produits importés et donc inaccessibles à tous. Leur utilisation, même en petite quantité, conférait au plat une saveur particulière. C'est cette rareté qui faisait qu'un simple fruit sec ou une poignée de noix suffisait à transformer un plat ordinaire en mets de fête. Dans de nombreuses villes et villages, les meilleurs produits étaient conservés pour les fêtes d'hiver et n'étaient pas consommés durant l'automne. On y trouvait par exemple des pommes séchées, du miel, des noix, la meilleure farine, du cornet de bif ou de la viande fumée. Il ne s'agissait pas de surplus, mais du fruit d'une préparation et d'une distribution soigneusement pensée. La convivialité des repas d'hiver revêtait une importance particulière. Si, le reste de l'année, les gens travaillaient souvent aux champs et mangeaient séparément, au rythme différent de la journée, en hiver, les repas étaient plus fréquemment partagés. Même dans les petites habitations de quelques habitants, le dîner d'hiver était un moment de rassemblement. Ce n'était pas une tradition, mais une nécessité naturelle. La chaleur du poêle, la lumière, l'impératif d'une utilisation rationnelle des ressources. Avec le temps, ces moments furent perçus comme chaleureux et agréables.
Dans les villes, les plats de fête avaient également toute leur place. Sur les marchés qui s'animaient avant les fêtes d'hiver, on trouvait des douceurs simples, gâteaux au miel, pâtisseries aux fruits secs ou aux fruits, boissons sucrées. Ces produits créaient une atmosphère d'exaltation. Même ceux qui n'avaient pas les moyens de se les offrir ressentaient un changement. En groupe, on observait la préparation des repas ou les effluves qui embaumaient les rues du marché. Les repas de fête n'étaient pas synonymes d'excès. Au contraire, ils soulignaient la valeur du travail, la prévoyance et le partage. Souvent, les meilleurs plats étaient disposés sur la table non pas pour surprendre les invités, mais pour marquer la fin d'une longue période de labeur, se souvenir des efforts collectifs et entretenir le sentiment d'appartenance à une communauté. Même dans les familles les plus modestes, on s'efforçait de cuisiner un peu mieux que d'habitude, car cela procurait paix intérieure et satisfaction. Le déroulement du repas lui-même revêtait une importance particulière. Il était lent, paisible, à l'image du rythme hivernal. On écoutait le crépitement du bois dans le poêle, le léger sifflement du vent derrière les murs. Il n'y avait rien de fictif ni de mystérieux dans ces instants, seulement une harmonie naturelle entre l'homme et le temps, qui s'écoulait lentement dans le silence de l'hiver. Et c'est dans cette réalité simple et sereine que les plats d'hiver s'inscrivaient dans un processus plus vaste, préserver la chaleur et la convivialité, créer des moments d'unité et de sérénité. Ces habitudes, ces odeurs, ces gestes simples sont devenus les éléments de ce qu'on appellerait plus tard l'atmosphère de Noël. Non pas par des événements fantastiques, mais par cette profonde capacité humaine à trouver du réconfort dans les petites choses. Ainsi naquit la véritable magie du Noël médiéval. Calme, pratique, familial, né du travail, de la chaleur du poêle, de l'odeur du pain et d'un repas partagé. L'équilibre paisible des jours d'hiver. L'hiver, au Moyen-Âge, offrait un équilibre particulier, perceptible intuitivement, même s'il était souvent difficile à exprimer. Après les grands préparatifs, les offices festifs, les repas et les travaux communautaires liés à Noël, venaient les jours de loisirs. Non pas une liberté totale, car la vie médiévale ne s'arrêtait jamais, mais une certaine douceur s'en dégageait. Le monde semblait ralentir avec les hommes, leur offrant une paix qu'ils ne connaissaient à aucun autre moment de l'année. À cette époque, il était particulièrement frappant de constater que Noël ne se terminait pas en un seul jour. En Europe médiévale, la période des fêtes s'étendait sur une longue période, de la veille de Noël à l'Épiphanie. Ainsi, l'esprit festif accompagnait les gens non seulement lors des rituels et des repas solennels, mais aussi dans leurs activités quotidiennes, accomplies avec une certaine aisance. Au lieu d'un retour rapide à la rudesse de la vie quotidienne, ils entraient dans le rythme du solstice d'hiver, calme, équilibré, sans stress excessif. Dans les villages, le travail se poursuivait, mais il consistait désormais principalement à accomplir les tâches hivernales, s'occuper du bétail, chauffer les maisons, gérer les provisions à protéger. Tout cela se faisait avec mesure. On savait que des jours difficiles attendaient encore les habitants, avec des tempêtes, du gel et d'importantes chutes de neige. C'est pourquoi la période suivant Noël était considérée comme un temps de répit intérieur, une période où le monde semblait plus clément. Même si le gel était intense et la neige épaisse, la nature semblait ne pas exercer de pression, mais simplement tolérer sa présence. Dans les villes, l'équilibre hivernal se ressentait différemment. Le bruit persistait dans les rues étroites, certes étouffé par la neige, mais différent de celui des autres saisons. Après les offices et les marchés de Noël, l'activité commerciale ralentissait. Les artisans continuaient de travailler, mais à un rythme sensiblement plus lent. Ils prenaient davantage de temps pour réparer leurs outils, sécher le bois, préparer les matériaux pour les commandes du printemps. Tout cela s'inscrivait dans un rythme qui n'interrompait pas la production, mais qui ne nécessitait pas la précipitation habituelle. La neige enveloppait les quartiers de la ville d'une douce lumière, dispersait les sons et instaurait un calme paisible. Dans cette cité médiévale en hiver, même les soirées semblaient plus lumineuses, car les murs et les toits blancs reflétaient la lueur des torches suspendues au-dessus des portes et des places. Les gens se déplaçaient avec sérénité, s'arrêtant plus souvent pour bavarder ou simplement se saluer.
Les fêtes créaient une brève mais sincère ouverture que même les igueurs du temps ne pouvaient perturber. Les monastères jouaient un rôle particulier durant cette période. Leur communauté était stricte, mais un équilibre paisible régnait au rythme des saisons. Les moines se consacraient davantage à la copie de manuscrits, à l'étude des textes et à la méditation. La période de Noël était propice aux activités calmes, ne nécessitant aucun effort physique. Parallèlement, les monastères demeuraient des centres d'entraide pour ceux qui avaient besoin de nourriture ou de chaleur. Et bien que cette aide fût constante, c'est en hiver qu'elle prenait une signification particulière. Les moines savaient que l'hiver pouvait être impitoyable, et leur devoir de soutenir autrui devenait donc plus important encore. Malgré le calme apparent, l'hiver restait une saison rude. La nuit, la neige craquait sous le poids des arbres et des vents froids enveloppaient les hameaux. Mais même cette rigueur était perçue différemment. Les gens s'y étaient préparés. Rien n'était laissé au hasard dans leur quotidien. On vérifiait les provisions, on récoltait le bois de chauffage, on calfeutrait les murs des maisons et on répandait la paille là où c'était nécessaire. Tout cela instaurait un sentiment d'ordre, où chacun savait que l'hiver ne serait pas une surprise s'il était abordé avec respect. Il en allait de même dans les communautés rurales, où les traditions maintenaient un équilibre entre la nature et la vie humaine, comprenaient bien le rythme des saisons, et même les enfants savaient qu'en hiver, il était important de conserver la chaleur, de préserver les aliments et de vivre chaque jour avec soin. Cependant, l'esprit festif de Noël adoucissait la rigueur de cette saison. Les arômes des mets de fête flottaient encore dans les chaumières, des bougies brûlaient dans les coins, et les restes symboliques du repas de Noël restaient sur les tables, censés protéger la maison et ses habitants. Les activités collectives constituaient un élément important de cet équilibre hivernal. À cette période, les gens passaient plus de temps dans leurs chaumières et travaillaient ensemble. On raccommodait des vêtements, on nettoyait du matériel, on triait des céréales ou des herbes séchées. Tout cela se déroulait dans une seule pièce, éclairée et chauffée par le poêle. Ces heures n'avaient rien de festif ni d'orageux, mais elles instauraient une douce quiétude. Chaque action avait son utilité, chaque mouvement s'inscrivait dans le cycle quotidien de la maison. L'équilibre hivernal imprégnait aussi le paysage. Les champs, recouverts d'un manteau blanc de neige, semblaient plats et infinis. Les forêts se dressaient immobiles, silencieuses, mais non menaçantes. Même les rivières, figées par la glace, conservaient un léger mouvement sous la surface, nous rappelant que la vie continue, elle ne fait que changer de rythme. Dans ce décor, les gens, au Moyen-Âge, on percevait sa présence dans la nature non comme une confrontation, mais comme une coexistence. Et bien que cette coexistence fût parfois difficile, c'est en hiver qu'elle semblait la plus harmonieuse. Après Noël, la communauté ne se précipitait pas vers de nouvelles préoccupations. On savait que le printemps viendrait, mais pas de sitôt, et c'est pourquoi les jours d'hiver devaient être vécus lentement, sans hâte excessive. Cette lenteur permettait de réfléchir à l'année écoulée, d'évaluer ce qui avait été accompli et de peser le pour et le contre. L'hiver était un espace naturel de bilan et d'harmonie intérieure. Et bien que les gens du Moyen-Âge en parlaient rarement en ces termes, leur vie était empreinte d'une sagesse naturelle qui se manifestait précisément en ces moments-là. Dans cette paix saisonnière qui suivait Noël, résidait l'équilibre particulier et paisible de l'hiver médiéval. Ce n'était pas facile, ce n'était pas romantique, mais c'était réel. On l'acceptait tel quel, et c'est dans cette acceptation que l'on puisait sa force. On n'avait pas besoin de chercher des miracles ou des signes surnaturels. Leur hiver était empli de leur propre magie, simple et authentique. La magie d'une vie ordonnée, du silence et d'un rythme paisible qui rendait le monde plus calme et plus lumineux pendant un court instant. L'héritage des traditions hivernales. L'hiver en Europe médiévale a laissé derrière lui non seulement des souvenirs de fêtes, mais aussi le sentiment d'un héritage ancestral, de traditions transmises de génération en génération. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des symboles familiers de Noël, une branche verte dans la maison, une bougie sur la table, un repas partagé ou l'attente paisible d'un jour radieux, trouve ses racines dans des coutumes anciennes, façonnées au fil des siècles. Au Moyen-Âge, ces traditions n'étaient pas de simples rituels,
mais le prolongement naturel de la vie d'une communauté qui suivait de près le cycle des saisons et percevait chacune d'elles comme une étape importante du grand cycle annuel. Les coutumes hivernales, préservées dans les villages et les villes, n'étaient pas uniformes. Selon les régions, leur forme pouvait varier, mais leur essence demeurait la même. On cherchait à conserver la chaleur du foyer, l'ordre au sein de la maison et le lien social. Ces valeurs étaient essentielles non seulement à la survie, mais aussi au sentiment de stabilité que l'hiver accentuait particulièrement. C'est pourquoi les traditions associées à Noël se sont profondément enracinées et ont perduré. Elles structuraient ces jours où la nature était presque entièrement figée par le froid. Le premier élément de cet héritage était constitué par les décorations saisonnières. Dans les chaumières médiévales, la verdure n'avait pas une fonction décorative mais pratique. On apportait des branches d'épicéa ou de genévrier dans la maison, non pas pour la fête elle-même, mais pour créer une sensation de fraîcheur et purifier l'air. Durant les mois froids, les maisons en bois conservaient les odeurs de fumée, de paille et de conserve, et une branche verte contribuait à équilibrer ces arômes naturels. C'est pourquoi on la plaçait dans un coin de la chaumière, où on la fixait au chevron. Avec le temps, cette coutume pratique s'est intégrée au rituel d'hiver, puis est devenue un symbole de la fête. La lumière avait aussi sa propre tradition. Dans les foyers médiévaux, les longues nuits d'hiver nécessitaient non seulement du feu pour se réchauffer, mais aussi de la lumière pour travailler, prier, lire ou simplement pour dissiper l'obscurité. Les bougies étaient fabriquées à partir de divers matériaux, le plus souvent de cire ou de suif, chacun ayant ses propres caractéristiques. Les bougies en cire offraient une lumière plus pure et dégageaient moins de fumée, mais elles étaient coûteuses. C'est pourquoi dans les foyers, on brûlait plus souvent des chandelles de suif, un peu moins agréables, mais plus abordables. La lumière des bougies devint un élément si familier des soirées d'hiver qu'elle acquit peu à peu une signification symbolique. Elle évoquait la lumière du nouvel an, le commencement, la conviction que même dans les jours les plus sombres, un feu suffit à faire patienter le printemps. Les traditions culinaires hivernales s'inscrivirent également dans le patrimoine. Au cœur de l'hiver, les gens du Moyen-Âge n'avaient pas les moyens de s'offrir beaucoup de produits frais et se contentaient des provisions préparées à l'avance. Viande salée, légumes marinés, poissons séchés, pain cuit au beau jour, voilà ce qui constituait la base de la table d'hiver. Et pendant les fêtes, les hôtes offraient le meilleur, miel, pâtisseries raffinées, épices rares acheminées jusqu'au village par les marchés des villes. Chaque repas était un rappel que l'hiver n'est pas seulement synonyme d'austérité et de privation, mais aussi d'une période où la communauté vénère la nourriture. L'héritage médiéval comprenait également un moyen de maintenir le lien social. Durant les mois d'hiver, les gens passaient plus de temps ensemble, dans les maisons, les cours, les lieux publics. Bien que le temps ne permette pas toujours de longues réunions dans la rue, l'église, le monastère, la taverne ou la maison du chef du village devenaient des centres où la communauté entretenait un sentiment d'unité. C'est le silence hivernal qui permettait d'apprécier ce sentiment. Lorsque le travail au champ cessait, on avait le temps non seulement de s'occuper du foyer, mais aussi de réfléchir aux affaires communes, de planifier les saisons à venir et d'échanger des nouvelles. L'héritage des traditions hivernales se manifestait également par des coutumes considérées comme symboliques, bien qu'ayant des racines bien réelles. Par exemple, laisser une portion de nourriture sur la table après un repas de fête. Aujourd'hui, cela peut paraître un geste cérémoniel, mais au Moyen-Âge, il avait une finalité pratique. Témoigner de l'abondance, manifester son hospitalité même envers ceux qui n'étaient pas venus, et rappeler l'importance du partage. À une époque où les provisions hivernales étaient le bien le plus précieux, l'idée même de générosité s'inscrivait dans une philosophie de vie éclairée. Les rites religieux ont également contribué à la transmission des traditions hivernales. Ils rythmaient des journées qui, à première vue, pouvaient sembler identiques. Office du matin et du soir, chants de psaumes, sonneries de cloches festives, tout cela contribuait à structurer le quotidien. Au Moyen-Âge, le calendrier liturgique était non seulement un guide spirituel, mais aussi un outil pratique pour organiser son temps. Ce besoin se faisait particulièrement sentir en hiver, lorsque la terre était silencieuse sous la neige
et que les rituels indiquaient quel jour était ordinaire, quel jour de fête et quel jour revêtait une importance particulière. Un aspect essentiel du patrimoine hivernal résidait dans le rapport à la nature. Les gens du Moyen Âge ne l'apercevaient pas comme une force à dompter. Ils comprenaient que l'hiver n'était pas un ennemi, mais une étape naturelle. Cette attitude se reflétait dans de nombreux rituels, dans le respect des saisons et dans l'acceptation sereine des épreuves. Bien que les traditions semblent aujourd'hui idéalisées, elles faisaient alors partie intégrante d'une vie pragmatique, fondée sur la compréhension de la nature et la nécessité d'interagir avec elle. La transmission orale des coutumes hivernales assurait également leur perpétuation. Dans les villages, les mères apprenaient à leurs filles à décorer la maison. Les pères expliquaient à leurs fils comment préparer le bois de chauffage pour le long hiver. Les anciens racontaient aux plus jeunes les jours les plus importants du cycle festif. Dans les villes, les artisans transmettaient à leurs élèves le savoir-faire nécessaire à la fabrication des bougies, au séchage des matériaux et à la conservation des outils durant l'hiver. Même les traditions qui paraissaient insignifiantes avaient une signification. Elles constituaient le socle d'une vie basée sur l'expérience et la prévisibilité. Ces coutumes n'ont pas disparu avec le temps. Elles se sont adaptées aux nouvelles conditions, mais leurs racines sont restées intactes. C'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque nous évoquons le Noël médiéval, nous l'imaginons souvent à travers le prisme de ces traditions. Elles sont devenues des symboles non seulement d'une époque, mais aussi de la continuité de l'expérience humaine. C'est là leur magie, non pas dans le surnaturel, ni dans les miracles, mais dans le fait qu'elles unissent les gens à travers le temps. L'héritage hivernal du Moyen Âge est avant tout le témoignage de la façon dont les hommes savaient instaurer l'ordre au cœur de la saison qui semblait la plus imprévisible. Il nous rappelle le pouvoir des coutumes qui façonnent un sentiment d'appartenance, de communauté et de stabilité. Et bien que nos célébrations et nos rituels hivernaux d'aujourd'hui diffèrent de ceux d'il y a plusieurs siècles, leur essence demeure la même. Nous recherchons toujours la chaleur en hiver, nous aspirons toujours au confort et à la paix, nous chérissons toujours la lumière dans l'obscurité et préservons consciemment les traditions transmises de génération en génération. Tel est le véritable héritage des traditions hivernales médiévales, un lien paisible et serein qui unit le passé et le présent, nous rappelant le besoin humain fondamental de préserver la chaleur, l'ordre et la convivialité, même durant les jours les plus courts et les plus froids de l'année. Le lent retour de la lumière. Après les fêtes de Noël et les semaines de calme suivant l'équinoxe d'hiver, le monde médiéval entrait peu à peu dans une période sans cérémonie solennelle ni non retentissant, mais qui jouait un rôle important dans le cycle annuel. C'était le temps du lent retour de la lumière, presque imperceptible. Le soleil restait longtemps bas à l'horizon, rayons faibles et froids, mais chaque jour ajoutait quelques minutes de clarté. Ceux qui observaient attentivement la nature percevaient ces petits changements et ressentaient leur force intérieure. Certes, l'hiver médiéval demeurait rigoureux, mais il s'adoucissait de jour en jour, et dans son silence naissait un nouvel espoir. Durant cette période, aucun grand travail n'était entrepris dans les villages, mais la vie n'était pas pour autant inactive. L'entretien de la terre et de la ferme, même sous la neige, occupait une place importante au quotidien. Les paysans vérifiaient les clôtures pour protéger le bétail, surveillaient les toits pour éviter les dégâts causés par la neige et réparaient les outils qui seraient nécessaires aux champs au beau jour. Il s'agissait de petites tâches qui ne réclamaient pas d'empressement, mais qui respectaient l'ordre naturel de la vie. Elles nous rappelaient la nécessité d'avancer, même lorsque la terre était silencieuse et semblait immobile. L'activité reprit peu à peu dans les villes. Les marchands, qui avaient connu un regain d'activité avant les fêtes, reprenaient peu à peu leurs habitudes quotidiennes. Certains faisaient le bilan de l'année, d'autres commençaient à planifier les approvisionnements pour les foires à venir, les artisans retournaient à leurs ateliers, accélérant progressivement le rythme de leur travail. Malgré la longueur de l'hiver, on entrevoyait déjà un signe d'espoir. Si les jours s'allongeaient, cela signifiait que la saison allait changer, et avec elle le retour du mouvement et de la prospérité. À cette époque,
Le travail des monastères et des églises se faisait particulièrement remarquer. Ils demeuraient des havres de silence, mais constituaient en même temps un lien entre l'obscurité de l'hiver et la promesse de la lumière qui approchait. Dans les scriptoria monastiques, un travail minutieux se poursuivait. Copie de textes, classement des chroniques, restauration de manuscrits anciens. Cette occupation était importante non seulement pour la vie spirituelle, mais aussi pour la préservation du savoir. Les mois d'hiver offraient la tranquillité nécessaire à ce travail. Le retour de la lumière dans la nature s'accompagnait d'un regain de clarté dans les pensées nées sur les tables de parchemin et d'encre. Les observances religieuses du calendrier faisaient également partie de cette période de transition. On attendait avec impatience le jour où l'on consacrait l'eau, où l'on allumait des bougies en l'honneur du retour de la lumière, où l'on accomplissait des rituels qui reflétaient symboliquement les changements de la nature. Toutes ces coutumes étaient profondément ancrées dans la compréhension que la lumière n'est pas seulement un phénomène physique, mais une composante essentielle du rythme annuel. Pour un homme du Moyen Âge, la lumière signifiait non seulement la capacité de travailler plus, longtemps, mais aussi la clarté intérieure, la force, la fin de la période la plus sombre de l'année. La nature aussi changeait durant ces semaines. Bien que l'hiver fût encore présent, il y avait des jours où le gel s'affaiblissait et la neige sur les chemins devenait plus molle. Dans les forêts, on pouvait parfois entendre de petits animaux s'agiter et les oiseaux qui avaient passé l'hiver chantaient un peu plus fort. La glace sur les rivières tenait bon, mais on pouvait déjà remarquer de légers changements sur les berges, où le soleil faisait fondre les plus fines couches de glace. Ces signes naturels annonçaient la même chose que le son des cloches ou le rythme de la vie quotidienne. La lumière revenait, lentement mais sûrement. L'une des traditions les plus importantes de cette époque était l'observation du temps. Pour une communauté médiévale, prédire les saisons à venir était une question de survie, et c'est pourquoi on consignait soigneusement chaque changement. On le comparait à l'expérience des années précédentes, on interrogeait les anciens sur la signification d'une certaine nuance du ciel ou de la direction du vent. Ce savoir n'était pas consigné dans des livres, mais transmis oralement et conservé dans la mémoire de génération en génération. Le retour de la lumière était au cœur de ces observations. Si les jours s'éclaircissaient, c'était de bon augure pour les récoltes à venir, pour les travaux d'été, pour la conservation du bétail. Durant cette période, on accordait également une plus grande attention à ses propres provisions. On évaluait s'il y aurait assez de grains jusqu'au printemps, si les conserves et la viande étaient utilisées correctement et s'il était nécessaire d'épargner davantage. Cela faisait partie du silence de la vie quotidienne hivernale, une planification minutieuse qui permettait de survivre jusqu'à ce que la terre puisse à nouveau produire une récolte. Le retour de la lumière, bien que lent, redonnait espoir. Si la saison avait enfin changé et favorisé la clarté, les provisions seraient suffisantes. L'artisanat occupait une place particulière et prenait une nouvelle dimension en hiver. Les femmes filaient, tissaient et cousaient, préparant les vêtements pour les saisons à venir. Les hommes travaillaient le bois, réparaient les charrettes et fabriquaient de nouveaux manches pour les outils. Tout cela se déroulait à la lueur des bougies, avec le sentiment que bientôt la lumière naturelle inonderait les maisons. Le rythme de ces activités était calme, paisible, mais empreint d'une confiance intérieure. Le retour progressif de la lumière influençait également la vie des animaux dans les fermes. Le bétail devenait un peu plus actif, car il ressentait les changements de température et l'allongement des jours. Les paysans savaient que c'était naturel et s'efforçaient de créer les conditions propices à la santé des animaux. Ils veillaient à leur bien-être. Derrière la litière, contre les murs de l'étable, on aérait les lieux une fois le gel passé. Aurochs, moutons, chèvres, chaque animal nécessitait des soins, et c'est en hiver que ces soins étaient les plus importants. Tout cela faisait partie du rythme de la vie, rappelant notre responsabilité envers le vivant. Dans les villes, malgré le froid, les contacts entre les communautés reprenaient lentement. Les marchands arrivaient aux portes de la ville avec de petites quantités de marchandises utiles pour l'hiver. Et même si des foires n'avaient pas encore commencé, de petits échanges s'inscrivaient dans le mouvement hivernal. On prenait des nouvelles des environs,
On discutait du temps qu'il faisait dans les villages voisins, de la santé du commerce. Tout cela créait un sentiment d'appartenance entre les communautés, toujours important au Moyen Âge. Le retour de la lumière ne signifiait pas que la rigueur de l'hiver était complètement terminée. Souvent, après quelques jours d'éclaircies, de nouvelles chutes de neige ou des gelées survenaient. Mais les gens l'acceptaient déjà avec plus de sérénité. Ils savaient qu'un tournant s'était produit et que même si des jours difficiles persistaient, les choses s'amélioreraient avec l'arrivée du printemps. Cette certitude faisait partie de la lumière intérieure qui les accompagnait dans leur vie. Après tout, la sagesse médiévale reposait souvent non sur des règles écrites, mais sur l'observation de la nature et l'acceptation de ses rythmes. Le soir venu, on continuait de se rassembler près du poêle, à travailler ou à se reposer. Mais on remarquait désormais que la nuit tombait un peu plus tard qu'au début de l'hiver. Un petit changement, certes, mais qui faisait toute la différence. Lorsque le jour s'allongeait, même de quelques minutes, un nouvel ordre s'installait, comme si le monde lui-même leur disait qu'il était temps d'aller de l'avant. Ce sentiment de calme transformait l'hiver non seulement en un temps d'attente, mais en un temps de renouveau intérieur. Le lent retour de la lumière n'est pas un événement, mais un processus. Il ne se produit pas un jour où tout bascule brutalement. Au contraire, il se déploie graduellement, permettant à chacun de s'habituer à cette nouvelle clarté. Dans le monde médiéval, où l'absence d'éclairage artificiel rendait la lumière naturelle si précieuse, ce processus revêtait une force particulière. Il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène physique, mais aussi d'un symbole. De même après la nuit la plus longue, le jour finit par se lever. Dans cette observation de la lumière, dans l'acceptation sereine de son retour, réside la véritable magie, la magie terrestre, de Noël et de l'hiver au Moyen Âge. Non pas miraculeuse, non pas inventée, mais naturelle, celle qui naît de l'attention portée au monde, patience, de la capacité à percevoir la valeur des plus infimes changements. C'est cette magie qui accompagnait l'homme durant les mois froids, lui insufflant la force d'avancer et la foi en la nouvelle année, déjà à portée de main. L'équilibre du temps et du silence à Noël. À la fin du Moyen Âge en Europe, où le rythme de la vie était dicté par les cycles naturels, les saisons agricoles et les fêtes religieuses, Noël occupait une place particulière parmi les jours d'hiver. Cette fête ne se distinguait ni par le bruit, ni par les intrigues magiques dont les conteurs l'orneraient plus tard. Elle était empreinte de calme, d'équilibre et de recueillement. Sa force ne résidait pas dans les miracles, mais dans la manière dont chacun cherchait à trouver l'harmonie dans le silence lorsque le monde extérieur se figeait et que pour la première fois de l'année, arrivait le temps du silence. L'hiver était profond, la neige condensait l'espace, étouffant les sons. Dans les petites villes, les domaines royaux ou les monastères, on ressentait la même chose. Le monde ralentissait, la terre se reposait, n'avait plus besoin d'être travaillée. La nature s'arrêtait, et avec elle, les hommes. C'est à ce moment précis que naissait un sentiment d'équilibre intérieur, presque magique, bien que parfaitement naturel et compréhensible. Tout au long de l'année, l'homme médiéval n'avait guère le temps de s'arrêter. L'été, il était absorbé par un cycle incessant de travail au champ. L'automne, il s'affairait à se préparer pour l'hiver. Le printemps, il s'éveillait et devait affronter les premiers soucis. Seul l'hiver lui permettait de souffler. Noël devenait le moment où même ceux qui étaient habitués à une discipline rigoureuse ou à un dur labeur pouvaient s'accorder un peu de paix intérieure. Ainsi naissait une sorte de silence, non pas associé à des miracles, mais aux besoins naturels de repos. Dans les foyers médiévaux à cette époque, la retenue était de mise. La fête n'était pas fastueuse. Seules les familles aisées s'autorisaient une table un peu plus grande, un peu plus de sucreries ou de viande. Pourtant, Noël n'était pas synonyme d'excès. C'était un jour où l'on ne s'amusait pas tant qu'on ne réfléchissait à l'année qui s'écoulait, à son propre travail, à la stabilité du monde, à la façon dont le temps transforme chacun. Dans de nombreux foyers, la journée se déroulait paisiblement. On préparait des plats simples, en respectant la tradition du jeûne avant les fêtes, et après, un repas modeste mais réconfortant était concocté. Les tâches ménagères étaient effectuées plus lentement que d'habitude, car il n'y avait nulle part où se presser. Même les animaux des étables se comportaient plus calmement,
comme s'ils réagissaient à la pause hivernale. Les paysans avaient coutume de considérer cela non comme un signe surnaturel, mais comme une réaction naturelle du monde au froid. Moins de mouvement, moins de lumière, plus de silence. Dans les villes, l'esprit de Noël prenait une autre dimension. Il s'y mêlait au commerce, aux travaux préparatoires et aux petites foires. Cependant, là aussi régnait un rythme commun à toute l'Europe, la lenteur et la sérénité. Les ateliers fermaient souvent pendant plusieurs jours, les artisans s'accordaient un repos bien mérité et les rues étaient désertes. Les monastères, centres d'ordre et de discipline religieuse, devenaient presque un symbole du silence de Noël à cette période. Leurs cloches évoquaient le temps de la prière, mais aussi la paix intérieure que chacun, quel que soit son statut, recherchait. Il est intéressant de noter qu'en Europe médiévale, Noël n'était pas la fête principale de l'année au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Parfois, les fêtes du printemps ou des moissons d'automne étaient considérées comme plus importantes. Mais c'est l'hiver, et plus particulièrement Noël, qui offrait un espace privilégié pour contempler le monde. On savait alors percevoir la beauté, non pas dans les décorations fastueuses, mais dans la structure même du jour, dans le silence de l'aube, dans le grincement rare des portes, dans le crépitement du feu dans le poêle. Ces sons simples créaient ce que l'on appellerait plus tard la magie de Noël, bien qu'il n'ait rien de magique. Au Moyen Âge, le feu jouait un rôle important dans les rituels hivernaux. Il n'était pas considéré comme mystique, mais revêtait une profonde signification symbolique. On allumait plus de bougies que d'habitude dans les maisons pour chasser l'obscurité. La lumière créait une sensation de chaleur et de protection. Ce n'est pas un hasard si le feu est devenu l'une des images les plus symboliques de la période de Noël. Il ne promettait pas de miracle, seulement la lumière et la chaleur, sans lesquelles la vie en hiver était inconcevable. Durant cette période, on ressentait également un lien plus fort avec l'espace environnant qu'à d'autres moments de l'année, avec le village, la ville, le château, le monastère. Les bâtiments semblaient se fondre dans la nature, unis par un seul élément, le froid. Les murs de pierre des châteaux conservaient un souvenir ancestral. Les rues étaient enveloppées de brume matinale. Les champs reposaient sous un manteau blanc. Tout dans la nature nous rappelait « il est temps de se ressourcer, temps de faire une pause ». Ce sentiment de suspension était la magie que les gens du Moyen Âge n'appelaient pas magie, mais qu'ils chérissaient par-dessus tout. Dans le silence, on pouvait remarquer ce qui passait habituellement inaperçu. Par exemple, la lente course de la lune dans le ciel d'hiver, la neige qui recouvre silencieusement le toit, comme pour raconter une histoire invisible. Un arbre près d'une maison qui se dresse immobile, acceptant l'hiver comme on accepte le passage du temps. Dans les chroniques monastiques de cette époque, on trouve parfois des descriptions selon lesquelles les jours de Noël étaient les plus calmes de l'année pour les moines. Ils ne faisaient rien d'inhabituel, ils suivaient simplement leur rythme habituel, mais ils constataient qu'à Noël, même l'air semblait changer, probablement à cause du silence qui régnait dans les villes et les villages. Moins de mouvement, moins de travail, moins de bruit. Dans les chroniques, on trouve mention d'une clarté d'esprit particulière et d'un équilibre intérieur qui s'installait en hiver. Contrairement aux fêtes d'été, Noël ne se manifestait pas de façon ostentatoire. Son pouvoir était discret, son influence était intérieure. Il semblait enseigner aux gens à apprécier les choses simples, la chaleur, la paix, le silence, la possibilité de se retrouver seul avec ses pensées, le soutien de la communauté, la stabilité des rituels. Cette période n'était pas marquée par des événements extraordinaires, mais profondément humaine. Dans les foyers médiévaux, où les cheminées crépitaient d'un feu régulier, où les effluves de mets simples évoquaient la chaleur et la constance du foyer, Noël signifiait avant tout une chose, l'équilibre. L'équilibre entre le travail et le repos, entre la lumière et l'obscurité, entre le froid et la chaleur, entre le passé et l'année à venir. Cet équilibre était la magie de Noël, souvent entourée de mythes et de légendes aujourd'hui. Mais au Moyen Âge,
Il était résolument terrestre, né de la saison hivernale, du ralentissement naturel et du besoin de paix intérieure. Et lorsque le vent d'hiver caressait les toits, lorsque les bougies brûlaient aux fenêtres, lorsque le feu crépitait dans le poêle, on savait que ce n'était ni un miracle, ni du mysticisme. C'était tout simplement Noël. Un moment où le monde s'apaisait et offrait la possibilité de ressentir que la vie possède un rythme et un équilibre qu'il convient de préserver. C'était un instant où la nature et l'homme trouvaient une paix commune, et c'est pourquoi au Moyen-Âge, Noël était considéré comme si particulier, même sans miracle. C'était la magie du silence, de l'ordre, des cycles, de la lumière et de la chaleur au cœur du froid hivernal. Une magie qui se passait d'explication, une magie qui surgissait d'elle-même, car l'être humain a toujours besoin d'un temps où tout s'arrête pour pouvoir se remettre en mouvement. La fin du cycle hivernal est l'héritage silencieux de Noël. Au Moyen-Âge, où chaque jour était intimement lié au rythme de la nature, la fin de la période de Noël symbolisait non seulement la fin des festivités, mais aussi l'achèvement d'une étape importante du cycle hivernal. C'était un moment où le silence, la paix et l'équilibre qui régnaient pendant les fêtes laissaient progressivement place à une vie plus active, sans toutefois disparaître complètement. Il laissait une empreinte indélébile dans les esprits, devenant le fondement silencieux des mois suivants. Au Moyen-Âge, Noël durait plus d'un jour. Après les fêtes elles-mêmes, il y avait une période que l'on appelle aujourd'hui les 12 jours de Noël. C'est pendant ce temps que les Européens médiévaux faisaient le bilan de l'année écoulée, l'analysaient et se préparaient à la nouvelle. Ce processus n'était pas rapide, il s'apparentait à un lent et attentif réveil. On savait qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter en hiver, les semailles étaient encore loin, le printemps n'était pas encore arrivé, et l'on pouvait donc se consacrer à une réflexion sereine. Cette transition du silence festif aux travaux quotidiens s'opéra imperceptiblement. Les jours changeaient, mais restaient courts. L'aube tardait à venir, et le crépuscule enveloppait l'espace plus tôt qu'on ne l'aurait souhaité. Malgré l'obscurité, les premières pensées concernant les tâches printanières commençaient déjà à germer. Au Moyen-Âge, on vivait dans l'attente des saisons, et les jours de Noël devenaient pour nous une sorte de pont entre le passé et l'avenir. Dans les foyers où une partie des provisions de Noël avait déjà été distribuée, les habitudes quotidiennes reprenaient leur cours. On rallumait le poêle, non plus pour la chaleur festive, mais par nécessité de préparer des repas d'hiver simples. Le bois de chauffage était utilisé avec plus de parcimonie, car de longues semaines de froid s'annonçaient encore. On s'attelait aux tâches ménagères ordinaires, réparer les outils, trier le grain, vérifier les greniers, nettoyer la ferme. Mais même dans ces activités quotidiennes, subsistait un soupçon de la quiétude de Noël. Il ne disparaissait pas immédiatement, mais se fondait peu à peu dans la vie de tous les jours. Dans les villes, où la vie s'accélérait toujours, le silence de Noël s'estompait lui aussi lentement. Les ateliers rouvraient après la pause, les marchands retournaient sur les marchés, les artisans reprenaient leur activité. Mais les premiers jours ouvrables après Noël n'étaient jamais frénétiques. C'était un retour progressif au rythme habituel, sans hâte ni bruit excessif. On semblait porter en soi la paix des fêtes, s'efforçant de ne pas la perdre aussitôt. Dans les monastères, la fin de Noël signifiait le retour à une discipline rigoureuse, après une courte période de silence apaisant. Mais même là, une atmosphère particulière subsistait. Les moines mentionnaient souvent dans leurs écrits qu'après la paix de Noël, les prières sonnaient différemment, plus régulières, plus profondes, comme purifiées de toute agitation superflue. La période de Noël agissait comme une pause intérieure, offrant l'occasion de se ressourcer avant les longues semaines d'hiver. La nature aussi changeait peu à peu, lentement, certes. Le soleil d'hiver s'élevait un peu plus haut, les jours s'allongeaient à peine. On observait ces petits changements avec autant d'attention qu'on observe le calendrier aujourd'hui. Au Moyen-Âge, chaque signe annonciateur du printemps était important. Il portait l'espoir, il structurait les attentes. Noël devenait le point de départ d'un nouveau cycle de lumière. Après ces fêtes, le temps changeait de perspective. La pause de Noël leur rappelait que l'année n'était pas seulement faite de travail et d'activité, mais aussi de repos et d'observation.
C'était là leur sagesse, la conviction que l'équilibre maintient l'harmonie du monde. Sans lui, toute activité, toute saison serait trop difficile. C'est probablement pourquoi l'homme médiéval appréciait tant le silence hivernal. Il était nécessaire à la préservation de sa force intérieure. Dans de nombreuses régions d'Europe, des coutumes simples mais pérennes marquaient la fin de la période de Noël. On rangeait les bougies plus fréquemment utilisées pendant les fêtes, on pliait les nappes qui ornaient les maisons et on retrouvait ces décorations habituelles, plus sobres. Cependant, ce changement ne se faisait pas brutalement, tout s'opérait en douceur, à l'image de l'hiver lui-même. Des bruits familiers résonnaient à nouveau dans les cours, le grincement des barrières qui s'ouvraient pour les soins quotidiens du bétail, le cliquetis monotone des outils tandis que les hommes réparaient les objets en bois, le pas feutré des femmes allant au puits chercher de l'eau. Mais il y avait encore dans ces sons quelque chose de doux, de paisible. La paix de Noël ne s'est pas aussitôt oubliée, elle a persisté, imprégnant l'espace pendant un certain temps. Dans les communautés rurales, la fin des fêtes était parfois marquée par des travaux collectifs qui symbolisaient le retour à un rythme de vie partagé. On s'entraidait pour déneiger les chemins, couper du bois ou réparer les clôtures. Ces actions n'étaient pas liées aux festivités, c'étaient des activités quotidiennes. Mais après Noël, elles étaient accomplies avec une solidarité particulière, comme si le silence de Noël rappelait l'importance de l'entraide. Dans les châteaux, où la vie dépendait non seulement des saisons, mais aussi des affaires politiques et économiques, la fin de la période de Noël signifiait le retour aux préoccupations administratives. Pourtant, même là, on ressentait un certain sentiment de tout le calme des journées d'hiver. Les propriétaires classaient les documents, géraient les achats, organisaient les provisions. Malgré la grandeur des bâtiments et des remparts de pierre, les châteaux vivaient aussi au rythme de la nature. L'hiver imposait la lenteur, et Noël, l'équilibre. Cette période de calme enseignait la patience. Personne n'attendait de changements rapides, car ils étaient impossibles. L'hiver au Moyen-Âge était long, parfois rigoureux, mais Noël aidait à mieux le supporter. Il créait une réserve intérieure de paix que l'on conservait en soi pendant de nombreuses semaines. Peu à peu, jour après jour, cette réserve de Noël diminuait, laissant place aux préoccupations quotidiennes. Mais elle ne disparaissait pas complètement. Elle laissait en mémoire des choses simples, la chaleur du feu, la lumière d'une bougie, l'odeur des plats d'hiver, le silence d'une courte journée. On reprenait ces activités avec la nette impression que les fêtes étaient terminées, mais que leur paix demeurait. C'est ainsi que la magie de Noël au Moyen-Âge, dépourvue de miracles, de fantaisie ou de signes célestes, se manifestait dans sa forme la plus authentique, dans une compréhension simple et terrestre des cycles, dans l'acceptation que le temps a un début et une fin, que l'hiver n'est pas seulement froid, mais aussi silencieux, et que les fêtes existent pour apprendre à l'homme à s'arrêter. Lorsque la période de Noël s'achevait, le monde médiéval ne perdait pas son harmonie. Au contraire, il semblait trouver un nouveau point d'appui. On savait qu'un travail considérable attendait les habitants, mais on s'y préparait. On savait comment aborder de nouveaux cycles, car on avait compris l'essentiel. Sans silence et sans paix, il est difficile de trouver la force d'avancer. Ainsi s'achevait la période de Noël, non pas bruyamment, ni avec éclat, mais lentement, doucement, naturellement. Et dans cette fin se cachait la part la plus importante de la magie de Noël au Moyen-Âge. L'idée que même dans les jours les plus sombres et les plus froids de l'année, l'homme dispose d'un temps pour retrouver l'équilibre. Cet équilibre est devenu un héritage que les gens ont emporté avec eux, au printemps, en été, au Nouvel An. Il leur rappelait, dans un monde où le travail ne s'arrête jamais, il doit exister un lieu où s'arrêter. Et c'est ce qui rendait Noël si spécial, le calme,